D'Emma de Roll, bonjour à tous. L'homme que nous allons interroger aujourd'hui nous a été recommandé par Louis Mélènec pour la qualité du travail énorme qu'il a entrepris avec d'autres en tant que coordinateur associé d'un livre d'histoire bretonne dont la première édition a déjà plus de 25 ans, paru et reparu aux éditions Skoll Vreis et intitulé Toute l'histoire de Bretagne. Comme nous l'a dit Louis Mélènec, ce livre, bien qu'incomplet concernant plusieurs passages clés de notre histoire, n'est pas construit comme l'histoire de France enseignée dans les écoles, un roman national d'assimilation, mais un véritable travail de recherche scientifique. Historien diplômé de l'État français, conseiller municipal à la mairie de Lannion plusieurs années, ancien rédacteur de la revue Le Peuple breton durant près de 8 ans, dont il s'occupe toujours des chroniques livres, et militant du parti politique UDB, il préfère se présenter comme un fédéraliste européen plutôt qu'un indépendantiste. Quel intérêt pour nous d'interroger un fédéraliste pour parler de la Bretagne, notre pays? Parce que c'est un homme qui a beaucoup de choses à partager, vous allez le découvrir, et qui a toujours été animé par deux buts louables: faire vivre économiquement la Bretagne et faire découvrir à tous son histoire, droit légitime que nous reconnaît pleinement la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Bonjour dehors, Jean-Jacques Monnier. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et leur expliquer où et quand vous êtes né, qui étaient vos parents et où avez-vous grandi? Bon, chacun a un destin spécifique. Moi, je suis né en Grande-Bretagne à la fin de la guerre 40-45. Ma mère était réfugiée tchèque. Mes parents étaient tous les deux engagés dans la France libre. Une bonne partie de la France libre était constituée de Bretons d'ailleurs, une majorité même pendant les 2 premières années. Cette petite armée qui finalement a permis aux Bretons, et aux Français aussi du même coup, d'être du côté des libérateurs. Quand mon père a été démobilisé, il a pu rentrer en Bretagne avec ma mère et j'ai été élevé par mes grands-parents parce que mon père est retourné en Grande-Bretagne, passait des examens de médecine qu'il avait commencé à passer au cours de la guerre. Je dois retourner une année en Grande-Bretagne à l'âge de 4 ans. Pour moi, j'avais tout perdu en quittant la Bretagne. Le rationnement était très dur en Grande-Bretagne à l'époque. Je ne comprenais pas du tout l'anglais, donc c'était assez difficile. Et je reviens en Bretagne et à nouveau, c'est le pays de cocagne. On mange bien, je comprends les gens, j'ai des amis, je ne suis plus reclus comme j'étais en Grande-Bretagne. Puis mes parents s'étant séparés, je ne voulais pas partir les rejoindre en région parisienne où j'aurais été mis dans une pension. Et à partir de la gare de Saint-Brieuc, les trains à vapeur démarraient doucement. J'ai donc eu le temps de me précipiter vers la porte et de sauter sur le quai et de retourner vers mes grands-parents à l'âge de 6 ans. Plus tard, j'avais 7 ans, je demande au président du tribunal qui me posait la question de rester vivre à Saint-Brieuc chez mes grands-parents. J'ai été confié à mes grands-parents à la demande de l'enfant. C'était encore une preuve que j'avais choisi la Bretagne, c'est-à-dire cette Bretagne nord où je me plais toujours autant. Comment avez-vous pris conscience de votre identité et de cet attachement fort pour la Bretagne et sa culture? Bon, déjà, donc, on m'a emmené en Grande-Bretagne et là, je sentais que je n'étais plus chez moi. Et puis, à l'âge de 8 ans, je suis allé en vacances avec mon père en camping dans le sud Finistère, sur la commune de Névé, un lieu isolé qui s'appelait Kergouric. Tout le monde parlait breton autour. Et les paysans parlaient breton. La paysanne chez qui j'étais ne parlait pas un mot de français. J'ai découvert finalement qu'on avait tout pour être un pays, une culture, une langue, un folklore, science du peuple, un folklore, des danses, etc. Tout ce que l'on peut voir aussi en été en Bretagne, parce que c'est aussi en été que une partie de la culture bretonne apparaît au grand jour, par les festivals, par les fêtes. Et donc tout ça réuni, je suis revenu à Saint-Brieuc pour aller à l'école et fonder un petit groupe qui s'appelait BIL, Bretagne Indépendante Libre. Bon, c'était une passade de tout jeune enfant, mais ça devait révéler quand même quelque chose. J'avais été très attaché à la Bretagne, mais très attaché aussi à d'autres idées comme la justice sociale, la pauvreté, je ne supportais pas, le mépris, je ne supportais pas non plus. Et à l'école, j'ai été très sensible à l'enseignement de mes maîtres, notamment d'un futur député qui s'appelait Antoine Mazier, futur député et maire de Saint-Brieuc. Et ce professeur-là m'a appris
la générosité, une société qui n'ignorerait pas les plus pauvres, dans le respect de chacun, c'est-à-dire dans le respect des identités qui existaient sur le territoire français. Donc un peu spontanément, je deviens de façon complémentaire fédéraliste et breton. Mon passage en Grande-Bretagne m'avait aussi rendu européen, en me disant qu'à certains moments, si les Européens ne travaillent pas ensemble, ils seront bouleversés, écrasés par les plus forts qu'eux. Comment avez-vous découvert la véritable histoire de la Bretagne? Est-ce que vous l'avez découvert d'un bloc, comme peuvent aujourd'hui le faire les gens par quelques recherches sur Internet, ou cette histoire s'est-elle dévoilée au fur et à mesure de vos recherches et lectures? Tout simplement au fur et à mesure de ma vie. C'est-à-dire que j'ai appris des choses sur la Bretagne au lycée. Un professeur nous avait fait 1 heure de cours sur la Bretagne. Et puis j'allais à la bibliothèque municipale où je lisais La Vie bretonne, le journal du CELIB, le comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Je lisais L'Avenir de la Bretagne, le journal du MOB, Mouvement pour l'organisation de la Bretagne. Et puis je lisais aussi à la bibliothèque municipale le Breton socialiste, un des journaux politiques de l'époque. Donc c'est moi-même, en allant un peu à droite et à gauche, qui me constituait peu à peu un savoir breton. Est-ce que cette découverte de votre identité bretonne et l'histoire de notre pays a orienté vos choix d'études? Oui, mon année de terminale avait été bonne, je pouvais choisir à peu près les études que je voulais, vers les mathématiques, vers l'agronomie, vers la chimie. Finalement, j'ai choisi la licence de géographie parce qu'elle était constituée pour moitié d'histoire et moitié de géographie. La géographie, c'était la connaissance de la Bretagne d'aujourd'hui, le terrain, et l'histoire, c'était comment on en est arrivé là. Je voulais des études qui me permettent d'étudier la Bretagne pour voir quelles étaient ses possibilités de développement. Donc, ces études d'histoire et de géographie ont conforté la conscience d'appartenir à une communauté, les Bretons, et à vouloir aussi que cette communauté ait les moyens de vivre au pays. Et là, j'ai eu un maître, un universitaire, Michel Fliponneau, la tête pensante du CELIB au niveau économique et géographique, qui m'a très marqué et déterminé finalement à vivre en Bretagne et à œuvrer pratiquement tout au long de ma vie pour son développement, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan économique et social. Vous avez passé le CAPES, le concours de l'État français permettant d'enseigner dans les collèges et les lycées, et vous vous êtes retrouvé pour votre service militaire, vous, passionné d'histoire bretonne, à devoir donner des cours d'histoire aux futurs officiers de l'armée française à l'école de Saint-Cyr, Couët-Quidan. Racontez-nous ça. J'avais bien sûr demandé un poste en Bretagne, et le poste en Bretagne, j'arrivais pas à l'avoir. On me menaçait de m'envoyer à Aix-en-Provence ou à Hénin-Étard dans le Nord. Apparemment, on ne voulait pas me laisser revenir en Bretagne. J'ai été envoyé finalement à Cherbourg, mais il fallait 5 heures de train pour aller de Saint-Brieuc à Cherbourg. Et donc, j'ai résilié mon sursis, j'ai fait une demande pour être enseignant à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Et le réseau de fiches, de fichiers des renseignements généraux ne devait pas être tout à fait au point. La fiche ne devait pas être arrivée. J'ai pu être admis comme professeur à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Et au bout de 2 mois, d'ailleurs, on m'a dit, vous ne pouvez pas vous garder, on a reçu le rapport des renseignements généraux et vous allez partir en Allemagne. Je suis intervenu auprès d'un officier supérieur qui m'a défendu en me disant que si je m'abstenais de tout engagement politique pendant la durée de mon service militaire, il n'y aurait pas de problème. J'avais tout arrêté d'ailleurs avant d'entrer au service militaire et ça durait à l'époque 16 mois. Et donc, quelques mois après, un nouveau rapport arrive sur moi, sur mes activités antérieures, et on me menace à nouveau de m'envoyer en Allemagne. Mais bon, cela dit, à Saint-Cyr-Couët-Quidan, j'ai fait des cours passionnants de géographie militaire, même d'histoire. Les élèves officiers m'avaient demandé de leur faire un cours sur la chouannerie. Et donc, je me suis régalé en faisant mes cours sur la chouannerie pour ces étudiants futurs officiers. On devait aussi faire 2 mois de classe, donc de formation militaire, au camp de la Landouée. C'était l'ensemble des professeurs civils qui faisaient leur service militaire en même temps que moi, à Saint-Cyr-Couët-Quidan. On était une quarantaine. Et donc, les officiers qui nous encadraient nous ont emmenés le 28 juillet, je crois, sur les lieux de la bataille de Saint-Thomas-du-Cormier. Et les officiers m'ont demandé de faire à l'ensemble du groupe d'enseignants, qui étaient de toute la France, un cours sur la bataille de Saint-Thomas-du-Cormier.
Donc dans l'armée, j'ai pu faire de l'histoire de la Bretagne. À la suite de votre service militaire, doctorat d'histoire et CAPES en poche, vous avez voulu passer une agrégation, ce concours de l'État français qui permet à un enseignant d'enseigner dans une université. Comment s'est passé cet examen pour vous? Et dans ces premiers temps, avez-vous pu enseigner dans les universités? D'abord le CAPES qui s'est passé sans problème, puis l'agrégation. Alors je passe l'agrégation 3 fois. Une fois en même temps que le CAPES, j'ai eu l'écrit, mais j'avais aucune idée de la façon dont l'oral se passerait. Je ne connaissais même pas les conditions de l'oral, j'avais pas eu le temps de m'occuper de ça. La deuxième fois, pendant que je passe mon CAPES pratique, je repasse l'agrégation. Je suis premier à l'écrit, assez loin devant les autres. Après l'oral, je suis un des tout premiers collés. Bon, sur le coup, on accepte. Je vois quand même que même le président du jury avait beaucoup de mal à m'expliquer et à s'expliquer lui-même comment je n'étais pas sur la liste. Je repasse une 3e fois d'agrégation pendant que j'étais au service militaire, que je faisais aussi ma thèse de doctorat de 3e cycle. Et à ce moment-là, donc, je suis à nouveau premier à l'écrit, largement détaché. Premier à l'écrit, je ne suis pas encore reçu à l'oral. Alors cette fois, je me suis dit, autant faire autre chose. L'écrit est complètement anonyme, alors que l'oral, lui, n'est pas anonyme. On est repéré à l'oral, alors qu'à l'écrit, le correcteur ne sait pas la copie de qui il corrige. À l'époque, la liste passait au ministère de l'Intérieur, et il manquait certains noms après. Bon, la raison de ce qui m'était arrivé, je ne la connaissais pas. C'est simplement, il y a quelques années, qu'on m'a communiqué un rapport des renseignements généraux me concernant, pour mon époque étudiante, stagiaire, professeur stagiaire à Paris, et qui était d'ailleurs complètement faux dans son contenu. Quand j'allais retrouver ma future épouse dans un restaurant universitaire, j'étais décrit comme allant rencontrer un groupe d'étudiants révolutionnaires. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la réalité, des méthodes qui ne sont pas tout à fait républicaines, d'autant que mon action politique était une action totalement inscrite dans la légalité, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des idées et on a le droit de les exprimer par écrit ou par oral. C'est pas un délit. Mais même largement inventé, ce rapport m'a suivi toute ma vie. J'ai eu un accès à l'université, mais retardé. J'attends l'âge de 55 ans. Est-ce que vous savez si cette technique de présenter l'autre comme un individu dangereux, on va dire, du moins un individu louche, pour l'écarter de toute responsabilité, a été souvent employée par l'État en Bretagne ou ailleurs? Depuis la France absolutiste, dès qu'il y a eu des monarchies absolutistes en France, Louis XIII, Louis XIV, etc., et même bien avant. Puis à la Révolution, dans sa deuxième phase, avec la période montagnarde, puis le consulat et l'Empire, on a des régimes autoritaires, et ces régimes autoritaires fichent la population. Et donc c'est une très très vieille tradition en France. Il y a toujours eu une sorte de police administrative, voire politique, qui a surveillé de plus ou moins loin les gens, avec des périodes de grande activité. Par exemple, sous Vichy aussi, la police a beaucoup surveillé. D'autres enseignants à l'école spéciale militaire de Couët-Quidan ont été déplacés pour options politiques, qui n'étaient pas les mêmes que les miennes d'ailleurs. Et puis, ça n'a pas disparu depuis, puisque on m'a signalé il y a une dizaine d'années que j'étais sur écoute téléphonique et qu'on était une centaine dans la région de Lannion à être sur écoute téléphonique. C'est dire que la procédure, les habitudes sont restées dans la République de surveiller la population, et même si par ailleurs je pouvais très bien n'être jamais au courant que j'étais surveillé. Là, j'ai été mis au courant par un employé des écoutes, du service des écoutes, qui est venu me le dire. J'ai envie de dire comme ça en aparté que ça fait quand même du bien aussi ces écoutes parfois, parce que eux-mêmes peuvent apprendre ce qui se passe de travers et peuvent découvrir les grands défauts, les failles du système. Oui. Même mon maître enseignant très académique, Michel Fliponneau, quand il faisait une réunion sur le développement de la Bretagne, sur son livre Debout Bretagne, etc., il commençait par saluer au premier rang, au deuxième rang, monsieur l'inspecteur des renseignements généraux. Tout le monde s'est retourné vers lui. Et c'était un excellent moyen de défense. Malgré ces freins du début concernant l'impossibilité de donner des cours
à l'université, vous êtes le premier qui avait pu donner des cours d'histoire bretonne à des étudiants en Bretagne, dans une salle de cours, tout en étant rémunéré par l'État français. Pouvez-vous nous raconter à quelle époque et surtout dans quel contexte ça s'est fait? Au retour du service militaire, je suis nommé au lycée Joliot-Curie à Rennes. Donc c'était presque un poste de fin de carrière que j'obtenais là, avec la triple admissibilité que j'avais. C'est comme si j'avais obtenu une deuxième fois le CAPES, et ça me donnait un échelon supérieur dans l'éducation nationale. Donc j'étais quand même partiellement reconnu. Et le proviseur m'appelle en me disant: les élèves de première ont demandé à bénéficier d'un cours d'histoire de la Bretagne. D'après mes fiches, vous êtes sûrement capable de faire ce cours d'histoire de la Bretagne, mais pas de propagande d'autonomisme, a-t-il dit. Donc comment ça avait été encore, à mon avis, c'est une atteinte aux droits de l'homme, parce qu'il n'a pas à surveiller quelles sont mes activités, et en plus mes opinions que mes activités. Et en classe, je ne manifestais jamais publiquement d'opinion. Et d'autre part, donc il m'a confié ce groupe d'élèves, 40 volontaires, qui venaient de 6h à 7h le soir pour 1 heure d'histoire de la Bretagne. Et c'était un grand plaisir, parce que même les élèves que j'avais par ailleurs et qui étaient très peu motivés par l'enseignement étaient enthousiastes par le cours d'histoire de la Bretagne que j'avais la chance de leur faire. Simplement, le problème était la documentation. Moi-même, j'avais eu une formation très réduite à l'université en histoire de Bretagne, très peu de choses, même pas un quart d'heure par an sur l'histoire de la Bretagne. Donc, elle était pratiquement absente de l'enseignement. Il fallait que je travaille moi-même. Il y avait bien sûr les gros livres de la Borderie, mais il fallait un manuel. Or, il n'y avait pas de manuel d'histoire. Il y avait juste le livre de l'abbé Poisson, qui est un livre utile puisqu'il arrivait dans un désert pédagogique. Et j'ai trouvé un manuel qui était un petit livre fait par Père Honoré, le premier livre de chez Scolvreys, destiné au 6e et au 5e, qui traitait de la période des origines à 1341, c'est-à-dire à la guerre de succession de Bretagne. Donc c'était maigre pour mon cours d'histoire, et j'ai contacté Pierre Honoré et lui ai demandé comment faire pour avoir le livre suivant. Et il m'a dit: il faut faire une équipe, parce que je n'y arrive pas, j'enseigne, et si on veut avancer rapidement une collection, il faut s'y mettre à plusieurs. Donc je suis ainsi entré dans l'équipe de Scolvreys, de la commission histoire de Scolvreys, des éditions Scolvreys, l'école de Bretagne, et on a peu à peu réalisé nous-mêmes nos propres ouvrages pour un enseignement qui n'a pas été pérennisé après cette année-là. Par contre, les enseignants eux-mêmes s'en servaient pour faire une part histoire de la Bretagne au sein de leur cours d'histoire générale. Quel poids pèse la politique, Jean-Jacques, sur l'histoire et sur les épaules des étudiants et des professeurs d'histoire dans le système éducatif français? Est-il le même, par exemple, ici que dans l'État italien, pour quelqu'un qui souhaite traiter, par exemple, de l'histoire du Piémont, de la Toscane ou de la Lombardie? L'histoire de la Bretagne, ça dépend des périodes. Les premiers inspecteurs que j'ai pu avoir, après mon entrée dans l'enseignement, se sont montrés tout à fait favorables à ce qu'on enseigne des éléments d'histoire de la Bretagne, ou à ce que l'on parte d'exemples de l'histoire pris en Bretagne. On a été encouragé à intégrer de l'histoire de la Bretagne dans l'histoire générale. Les enseignants qui le voulaient pouvaient le faire. Seulement, ils n'avaient pas reçu la formation pour le faire, et donc beaucoup ne l'ont pas fait. Par contre, beaucoup aussi ont acheté les livres de Scolvreys au fur et à mesure de leur parution, et ont pu équiper même des classes avec ces manuels-là, ce qui fait qu'en parallèle de l'histoire générale, il y avait un enseignement de l'histoire de la Bretagne et des pays celtiques. Donc, les années 1970, on a vu se développer un enseignement au cas par cas, suivant les enseignants. Souvent, les professeurs des universités leur conseillaient d'ailleurs l'usage de ces ouvrages-là. Ce qui fait que les tirages de l'histoire de Scolvreys ont beaucoup monté. La collection s'appelait d'ailleurs Histoire de la Bretagne et des pays celtiques. C'était des manuels extrêmement clairs, une page document avec des photos, une page texte et pas de prise de position. Un enseignement le plus neutre possible, comme en principe devraient l'être tous les manuels. Il y avait 5 ouvrages pour couvrir l'histoire. Et est venue l'idée d'avoir un seul ouvrage utilisable par l'enseignant et qui serait distribué aux enseignants gratuitement. Donc mon collègue et ami Louis Léguette, historien, docteur d'État lui aussi, était payé par le Centre régional de documentation pédagogique et par le département du Finistère pour réaliser un ouvrage. Il a eu 1 an donc de disponibilité pour réaliser cet ouvrage excellent, moderne, en couleur,
et qui a été tiré à un grand nombre d'exemplaires et distribué dans les collèges. Simplement, beaucoup d'enseignants ont dit on n'a pas le temps de faire de l'histoire de la Bretagne. Et puis dans les collèges publics, certains ont dit Louis Léguette enseigne dans l'enseignement catholique, donc il ne faut pas distribuer son ouvrage. Beaucoup d'ouvrages sont restés dans les cartons. Et puis il faut penser aussi que l'administration scolaire n'a pas poussé beaucoup à l'utilisation de cet ouvrage, pourtant excellent. C'est beaucoup plus tard qu'il y a eu une montée du jacobinisme qui a bloqué cet enseignement-là. Et aujourd'hui, donc, il est plutôt découragé qu'encouragé. Les autorités sont beaucoup plus jacobines, et les enseignants aussi. Et ça veut dire que dans les coupables, il n'y a pas seulement l'État, mais il y a aussi oui, là, les locaux. Les locaux. Parfois, le système français est relativement libéral. Par exemple, à la l'IUT de Lannion, j'ai pu créer un cours de culture bretonne, ouvert à tous les étudiants en journalisme. Et beaucoup d'étudiants en journalisme venaient de l'extérieur de la Bretagne. Pendant 1h30, donc, chaque semaine, faisait un travail avec beaucoup d'enquêtes de leur part. On en faisait des sorties sur le terrain. Donc beaucoup d'enthousiasme dans cette découverte de la Bretagne, du dedans. Je me suis régalé à enseigner l'histoire, parce que quand on enseigne l'histoire, il faut l'apprendre soi-même. Et donc le système français a des aspects libéraux, mais simplement on ne les utilise pas assez. Il faut aussi une certaine indépendance des gens pour utiliser cette liberté. Je crois que si tous, dans notre position, on utilisait les libertés qu'on a, le monde serait changé et la France ne serait plus une caserne. Et une caserne où c'est la pagaille. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Jean-Jacques, l'aventure de l'écriture de ces différents livres auprès des éditions Skolvreis et comment est né le livre Toute l'histoire de Bretagne? Skolvreis, il faut dire que c'est un groupe d'enseignants qui sont au sein du mouvement Arfals, qui a été fondé par Yann Soyer en 1933, et donc ça va être cette année les 90 ans d'Arfals. Donc ces enseignants ont décidé de créer leurs propres outils parce qu'ils ne les avaient pas. Il y a eu d'abord des choses concernant la langue bretonne, et puis à partir de 1970, il y a eu ces petits livres d'histoire correspondant chacun à un niveau scolaire, de classe, et au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte que c'est les enseignants eux-mêmes qu'il fallait former, et aussi les Bretons eux-mêmes. On se contentait de lancer des connaissances en direction d'une partie des enfants, alors que les maîtres, eux, n'avaient pas les éléments pour ça. Donc on a décidé d'élargir notre groupe à des universitaires bénévoles qui étaient d'accord pour mettre leur savoir à la disposition du plus grand nombre, d'écrire non seulement pour des adultes, mais pour des adolescents, donc de simplifier leur expression. Et on est abouti à une collection avec des livres de plus en plus gros. Les premiers faisaient 130 pages, les derniers faisaient 300 pages. Donc cette collection-là va se développer, et à chaque fois qu'on rééditait, on modifiait, on apportait de nouveaux chapitres, de nouveaux auteurs. Et donc c'était très compliqué avec 5 volumes, et on a décidé de faire un volume de synthèse. Et en 1996, on a publié le premier volume de synthèse sous le titre « Toute l'histoire de Bretagne ». Et puis on a voulu rendre ce livre plus attractif, parce qu'il y a quand même 900 pages de texte, et on l'a beaucoup augmenté en illustrations en couleur, en documents, et c'est devenu un très beau livre qui peut s'offrir comme cadeau, qui peut servir aux enseignants. Bon, il est un peu cher pour des élèves, mais bon, on s'est dit il servira surtout aux adultes. Les adultes aussi ont besoin de connaître leur histoire. Donc c'était un élargissement, et si on ajoute l'un plus l'autre, plus 5 éditions dans la nouvelle version Toute l'histoire de Bretagne, donc c'est 176 000 exemplaires qui ont été vendus. On sait aujourd'hui, Jean-Jacques, que la Bretagne était un État indépendant, envahi par la France au XVe siècle et annexé par elle en 1532 au détriment d'un traité international d'indépendance conclu en 1499 par Anne de Bretagne et Louis XII. Cette question est multiple. Avez-vous ressenti jusqu'à une période assez récente une censure étatique ferme concernant ces faits? Documenteriez-vous aujourd'hui plus librement certains chapitres de ce livre? Et de façon plus générale, l'histoire pourra-t-elle encore longtemps rester interdite d'enseignement dans les écoles de Bretagne? L'histoire de Bretagne, elle n'est pas au programme, elle n'est pas interdite. Si on veut, il y a toujours moyen d'intégrer l'histoire de la Bretagne, puisque notre programme, ce sont les grandes périodes. La Bretagne vit toutes les grandes périodes de l'histoire.
Il y a tout un travail qui est difficile à faire aujourd'hui, c'est celui de motiver les maîtres. Les enseignants passent par l'université et l'université recrute beaucoup de gens qui ne sont pas connaisseurs de l'histoire de la Bretagne. Les mouvements sont nationaux, entre guillemets. Donc l'enseignant vient très souvent d'ailleurs. Il n'a pas fait d'histoire de la Bretagne. S'il a fait de l'histoire de la Bretagne, il a moins de chances d'être recruté d'ailleurs. Donc on a une sorte de perte de ce côté-là. Nos maîtres à nous étaient pour la plupart bretons. Les nouveaux venus ont fait une thèse, des travaux qui ne concernaient pas la Bretagne, donc ce n'est pas du tout le terrain où ils sont à l'aise. Et parfois ils sont hostiles au nom du jacobinisme qui est toujours bien présent dans les milieux intellectuels français. Donc on affirme, et on a les preuves, qu'il y a eu un État breton. L'État breton a été souverain. D'ailleurs, le grand historien Jean Kerhervé, qui fait partie de notre équipe, a publié sa thèse sur l'État breton et a eu le prix de la meilleure thèse française de l'époque. Donc c'est quelque chose qui est reconnu parfaitement. Si c'est reconnu, on a le droit de le dire, c'est un fait. Par contre, est-ce que les gens le disent? Ça, c'est autre chose. Les complexes du colonisé peuvent jouer, et aussi le souci de réussite sociale et professionnelle. Dans mon livre de 5e, qui s'appelait Le Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus sur la Bretagne que dans les ouvrages d'aujourd'hui. Donc il y a toutes sortes de barrages, mais ces barrages-là, on peut les contourner. Et je pense que la plupart des Bretons savent que la Bretagne a été, à un moment donné, un État indépendant. C'est sans doute aussi pour ça qu'on se méfie tant de la Bretagne et qu'elle est tellement décriée à certains moments dans les médias. Donc dans l'histoire qu'on fait, on ne veut surtout pas se raconter des histoires, c'est-à-dire se raconter une histoire dorée, où les Bretons auraient toujours le beau rôle, où certains Bretons auraient le beau rôle et d'autres le mauvais. On essaie vraiment de faire de l'histoire, ce qui implique aussi de se remettre en cause de temps en temps lorsqu'il y a des découvertes. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'éditer et de rééditer. On a édité et réédité 27 fois nos ouvrages. Ça montre le travail qu'il y a de mise à jour. De quand date pour vous le couvercle du cercueil qui a essayé de refermer l'État français sur l'histoire bretonne, comme il l'a également fait pour la langue bretonne? Est-ce daté de la Révolution française et de sa période de la Terreur, ou est-ce daté de l'après-Seconde Guerre mondiale, en raison de l'infime minorité de Bretons, consciente de l'histoire et des droits de la Bretagne, et ayant tenté de négocier auprès de l'Allemagne du Troisième Reich un retour à l'indépendance? L'État centralisateur, il a toujours voulu gommer un peu l'histoire de la Bretagne. Même à l'époque de la province de Bretagne, le pouvoir central voulait montrer qu'il était plus ancien que la Bretagne. Et l'histoire de Bertrand d'Argentré au XVIe siècle montrait que les Bretons avaient une existence en tant qu'État antérieure à la France. Cette histoire a été censurée par le Parlement de Paris et passée au pilon. Ensuite, il y a eu une nouvelle édition sans ces passages-là. Quelques exemplaires ont échappé au pilon. On peut comparer l'histoire vue par les Bretons et celle qui a été vue par l'État français après. Donc ça date du XVIe siècle et ça n'a pas arrêté. Il y a eu des périodes plus douces et paradoxalement d'ailleurs la période pré-révolutionnaire a vu la Bretagne accroître ses pouvoirs dans les années 1760-1780. Le duc d'Aiguillon s'est fait très fortement contester en Bretagne par les Bretons. Les États de Bretagne ont augmenté leur pouvoir. À la Révolution, donc, la Bretagne a perdu toute institution collective alors que les députés avaient promis de les défendre. Et c'est à ce moment-là donc, que la Bretagne n'a plus de moyens de résister. Elle retrouve quand même une dynamique, mais il manque des institutions pour coordonner cette dynamique. Par la suite, donc, la Troisième République veut bien parler des petites patries et de la grande. Donc on va parler un petit peu des départements et parfois de la Bretagne. Dans les années 30, l'enseignement privé a développé l'enseignement de la Bretagne en histoire. Mon père a eu un manuel d'histoire de la Bretagne dans son collège catholique. Et donc l'histoire n'était pas complètement bafouée ou niée. Et finalement, dans la population, on sait en gros ce qui s'est passé. Même si on manque de précision parce que l'école n'a pas apporté ce qu'il fallait, que la plupart des Bretons savent que la Bretagne a été indépendante puis autonome, et puis qu'elle a retrouvé quelques menus pouvoirs aujourd'hui, mais que ces menus pouvoirs ne suffisent pas du tout à développer un pays. À quelle période, après les événements terribles de la Révolution française, on estime aujourd'hui, Jean-Jacques, que la Bretagne a commencé à se relever? La Révolution et l'Empire ont laissé la Bretagne complètement exsangue. La répression terrible, l'insurrection dite de Vendée, ce qu'a montré Reynald Sécher, ont fait 150 à 200 000 morts au bas mot.
vrai crime contre l'humanité. Et là, on a découvert que les Bretons ont relevé la tête beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est pour ça qu'on a publié un livre spécial sur la Bretagne au XXe siècle. Tout le XXe siècle, donc la Bretagne essaye de relever la tête. Dès les années 1830, on voit les collecteurs, la ville Marquet par exemple, qui vont publier, avoir du succès. George Sand va faire l'éloge de la ville Marquet et de ce qu'il a collecté. Et au plan économique aussi, on voit des sociétés qui vont essayer de développer l'agriculture, d'améliorer les terres par amendement. Disons que le 19e siècle n'est pas un siècle figé, c'est déjà un siècle où on relève la tête. La Bretagne a été aussi privée de la mer. Et après 1860, il y a un traité de commerce avec la Grande-Bretagne. Et enfin, on peut respirer. Aller aussi vers le Pays de Galles, vers la Cornouaille, vers l'Écosse. Établir des relations économiques. Et ces relations économiques vont bientôt aussi devenir des relations interceltiques. Quand des bateaux partent de la côte nord de la Bretagne avec du bois ou des pommes de terre, ils vont revenir avec du charbon. Et les gens vont profiter de ces bateaux, de ces cargos, pour aller de l'autre côté, assister à des fêtes celtiques, notamment au Pays de Galles, dans Eisteddfod. Des relations se nouent là, et des idées germent, des idées de rapports interceltiques à retrouver et à renforcer. On crée une association bretonne pour défendre la langue bretonne et les traditions, l'histoire. Donc la Bretagne n'est pas du tout immobile. On voit d'ailleurs dans les années 1870-90 la Bretagne devenir la première en Europe pour les conserveries de poissons sur la côte sud. On voit se développer des aciéries à Bassindre par exemple, les forges de Bassindre, les forges d'Hennebont, beaucoup d'autres usines ailleurs, à la chaussure aussi, à Fougères par exemple. Et il y a une phase d'industrialisation qui démarre. C'est pas une Bretagne RRE, c'est une Bretagne qui réagit fortement après les coups très très durs du siècle d'avant. Et puis la guerre 14, évidemment, vient mettre un premier violent coup d'arrêt à ce développement qui va reprendre entre les deux guerres. Et c'est encore une Bretagne dynamique après la Seconde Guerre mondiale, avec le Célib. Et on peut dire que c'est sur un siècle entier au moins que la Bretagne a relevé la tête. Aujourd'hui, on se rend compte des efforts du Célib, avec la route à 4 voies, la RN12, le plan routier breton, le plan téléphonique breton. Mais on oublie souvent ces efforts précédents. Donc on ne part pas de zéro en 1947 ou 50, on part de longs combats qui ont eu lieu pendant tout le siècle précédent. Par exemple, le mouvement des 16 breurs dès 1923, renouveau culturel et artistique qui a duré jusqu'à 1947. Et là encore, donc, tout s'est produit beaucoup plus tôt qu'on pensait et beaucoup plus largement. Vous avez également participé, en dehors de tous ces livres d'histoire, à faire découvrir notre histoire à la radio, puis au moyen de supports audio et vidéo. Pouvez-vous nous raconter ces nouvelles manières d'enseigner ? Olivier Caillebotte, qui est mon collègue en vidéo, avait obtenu de sa radio l'autorisation de faire une émission quotidienne de 5 minutes. L'émission était répétée 5 fois par jour, donc peu de monde échappait à nos 5 minutes d'histoire de la Bretagne chaque jour. Et ça a duré 2 ans. La radio n'avait pas de podcast, donc on a fait une nouvelle série en CD, accompagnée d'un petit livre de 64 pages, donnant l'essentiel de l'histoire de la Bretagne, raconté sous forme de dialogue, avec des musiques bretonnes de différentes époques pour séparer les périodes. Pratiquement 6 heures. C'est ce qui nous a amené plus tard à proposer des DVD, parce que c'est assez commode pour un enseignant d'utiliser un DVD en classe. Il sélectionne des passages. On a réalisé donc une vidéo, une deuxième vidéo en breton. Ces vidéos ont été en principe diffusées à 2000 exemplaires dans les lycées de Bretagne, payés par le conseil régional. Et par nous, on a pu en diffuser à peu près 10 000, donc 12 000 vidéos qui ont été diffusées. La région avait mis en ligne l'histoire de Bretagne en vidéo, et puis il a disparu, il n'est plus en ligne aujourd'hui. Sans doute une erreur technique, peut-être une erreur technique, disons. Mais en tout cas, c'est par ce biais-là qu'on peut toucher beaucoup plus de monde. Le livre, on sait qu'il ne touche qu'une partie des gens. Par exemple, si vous parlez de l'art breton, il faut pouvoir le montrer. Sur Internet, il y a vraiment un champ énorme utilisé pour que la Bretagne soit vraiment présente. J'ai eu la chance de pouvoir mener un travail de création de documentaires vidéo sur la Bretagne. Et ces documentaires sont en ligne gratuitement sur le site de BCD. L'histoire à notre porte, c'est le titre de la rubrique. On a mis déjà 12 films, le 13e est en cours. Et c'est une découverte aussi des pays de Bretagne, parce qu'on se promène à travers la Bretagne et on peut la voir.
Et par la suite, donc, on a réalisé des vidéos à thème par pays. Par exemple, le Gouello, le pays Pline, le pays d'Irlande, le Coglais, etc. Et là aussi, il y a une autre approche de la Bretagne. Ça a beaucoup de succès. Cette aventure-là, c'est une deuxième partie de ma carrière, si on peut dire, puisqu'on va réaliser la semaine prochaine 3 conférences nouvelles et on va atteindre en gros le nombre de 130 conférences avec une moyenne supérieure à 100 personnes à chaque fois. Ça fait quand même pas mal de Bretons qui prendront goût ou qui ont déjà pris goût à l'histoire de la Bretagne. Et s'ils comprennent d'où ils viennent, ils verront mieux vers où ils souhaitent aller. On a vu dans l'histoire récente que le musée de Rennes a fait une exposition nommée Celtique avec un point d'interrogation qui niait les réalités bretonnes. Est-ce que les Bretons vont pouvoir disposer d'endroits où ils vont pouvoir découvrir une véritable histoire sans être brimés sous le coup d'une histoire qui est totalement fausse et politisée? Le musée de Bretagne a été lancé dans les années 1970 par mon ami Jean-Yves Veillard, qui en a fait vraiment un musée extraordinaire des arts et traditions populaires, avec des grandes expositions comme Boire en Bretagne, Manger en Bretagne, les 16 breurs, la religion en Bretagne. C'était un outil de formation populaire considérable. Et puis depuis, le musée s'est un peu recentré avec un personnel dirigeant beaucoup moins motivé, beaucoup moins cultivé, et beaucoup plus politisé sans doute, qui n'a pas forcément bien tourné. Et donc, on manque de lieux où connaître l'histoire de la Bretagne. Paradoxalement, il a fallu attendre une initiative privée, le projet Braise Odyssée, qui a repris un travail d'association, une association dont je fais partie d'ailleurs, qui s'appelle Histoire et Culture de Bretagne. Donc ce projet-là, c'était d'obtenir 5 grands films documentaires télévisés sur l'histoire de la Bretagne. On n'a pas réussi au plan télévision, mais ça a été transformé en projet de musée, de centre de découverte de l'histoire de la Bretagne, qui va être à Landévennec, où il y a déjà un très bon musée sur l'abbaye. Et en complément, donc sur toutes les autres formes d'histoire, ce lieu-là, ça va être un lieu muséographique très très moderne, assez ludique, pour y amener des enfants, des jeunes, qui permettra à beaucoup de gens de découvrir l'histoire de la Bretagne, ce qu'ils n'ont pas pu faire jusqu'à présent. Vous avez voulu, Jean-Jacques, mettre en lumière par votre travail l'histoire des Bretons pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, bien que se revendiquant pleinement d'identité bretonne, ont œuvré pour lutter contre le Troisième Reich. Et vous avez rencontré des oppositions fortes en travaillant à briser l'idée fausse que les Bretons n'auraient seulement pris que le parti de l'Allemagne et tous les Français celle d'une France libre. Qui, la vérité, gêne-t-il? C'est vrai que j'ai été agacé d'abord et puis en colère quand j'ai vu dans les années 1990 des grands résistants comme René-Yves Creston, décoré par les Britanniques, reconnu par la résistance, membre du réseau du Musée de l'Homme, se faire traiter de collaborateur. Donc là, j'ai mené avec mon ami Hubert Chemereau sur Saint-Nazaire l'enquête auprès du groupe de militants bretons qui s'étaient retrouvés dans un même maquis qui s'appelait le groupe Liberté. Bon, leur tête à eux, c'était d'ailleurs Liberté Bretagne. Et ce groupe-là, donc, qui n'est pas du tout pro-allemand, a été membre des jeunesses du Parti national breton. Et puis, autour de l'été 43, ils prennent conscience qu'il faut s'organiser, qu'il faut chasser les Allemands. Ils montent un réseau et le réseau va s'élargir à des gens qui n'étaient pas militants bretons. Mais le noyau du réseau est tout à fait constitué de 15 militants bretons bien identifiés. Donc, ce qui est choquant, c'est pas de dire que les Bretons ont été tous résistants, c'est pas vrai. Tous collaborateurs, sûrement pas, et sans doute beaucoup moins que la moyenne. Mais d'autre part, il faut rendre hommage à ceux qui ont eu ce courage-là. Et dans les 15 du groupe Liberté, 3 ont été arrêtés, 2 sont morts en déportation. Et toutes les archives montrent que c'est vrai, qu'ils ont été membres du Parti national breton et qu'ils ont été résistants. De même, Saint-Paul-de-Léon, responsable cantonal du PNB, a été fusillé par les Allemands et un autre membre est mort également, autre membre de la section du PNB. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir là. Il y a eu des gens absolument admirables et c'est pas parce qu'ils étaient militants bretons qu'ils ne l'ont pas été. Parfois, ils l'ont été encore plus que d'autres. Donc, c'est à ces gens-là que je voulais rendre hommage par une recherche historique et méthodique en fournissant toutes les preuves. Et Mona Ouzouf, fille de Jan Soyer, a fait une préface magnifique au livre d'ailleurs
parce que je trouvais aussi que le mensonge d'État c'est bien, mais pas trop, ça suffit. Qui la vérité gêne, Jean-Jacques? Hein, la vérité gêne le pouvoir en général, et puis des groupes qui, eux, n'ont pas du tout été clairs pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc on ne peut pas faire l'histoire avec des schémas, il faut faire l'histoire avec des réalités. Et ça nous amène à une vision beaucoup plus nuancée. Les grands résistants étaient résistants parfois juste en 43 ou 44, et puis ils n'étaient pas du tout en 39 ou 40. Les grands écrivains, les intellectuels français de l'époque, la plupart n'ont pas été résistants du tout. Si on prend l'Académie française, ils étaient presque tous vichistes ou pro-allemands. Donc on juge les gens différemment s'ils sont bretons et s'ils ne le sont pas. Ça c'est inadmissible. Et donc de condamner les gens parce qu'ils sont bretons, ça je ne supporte pas. Il faut une approche véritablement historique et ne pas s'inventer une réalité. Nous comme bretons, il ne faut pas s'inventer une réalité. Mais on demande aussi à ceux qui nous jugent de ne pas s'inventer une réalité où ils seraient les bons et nous les méchants. D'autant plus que, historiquement, pour la Seconde Guerre mondiale, le rôle des Bretons a été considérable. Alors justement, Jean-Jacques, en écrivant votre livre « Résistance et conscience bretonne, 1940-1945 », il y a eu une véritable campagne contre vous. Oui, au début, le livre s'est très bien vendu parce que plein de gens découvraient des choses qu'ils ne savaient pas ou avaient confirmation de rumeurs, confirmation avec preuves. Et donc, ce livre-là a eu beaucoup de succès. Il a eu le prix des écrivains bretons. Il a été bien diffusé. On avait une réunion à Paris organisée par la FNAC pour présenter le livre avec Mona Ozouf à mes côtés. Même Madame Lebranchu était venue me soutenir également. Elle était ancienne ministre à l'époque. Donc, une époque où le livre marche très très bien. Et tout d'un coup, le lobby ultra-jacobin a organisé la riposte. 3 personnes sont venues essayer de saboter la réunion publique. Il y a eu des menaces sur des résistants qui avaient témoigné qu'ils ne le fassent plus. Or, j'ai toujours tous ces témoignages signés et datés. Il ne faut pas que je dise où parce que j'ai pas envie que ma maison brûle. Tout ce que je disais était parfaitement sourcé. Et ça gênait beaucoup le camp adverse qui ne représente pas forcément une idéologie qui a été très claire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut simplement les renvoyer à leur propre histoire. Beaucoup concernant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Bretagne, Jean-Jacques, ont été trompés par la lecture du livre d'Henri Fréville, puis ensuite par ceux de Madame Françoise Morvan, ayant suivi cette même version partiale de l'histoire. Peut-on penser que Monsieur Fréville, d'abord chargé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale en Ille-et-Vilaine des services de l'information de l'État, donc quelqu'un de très informé, puis pour la Bretagne dans son intégralité, a dû sa carrière politique d'ancien maire de Rennes, de conseiller général d'Ille-et-Vilaine, de député d'Ille-et-Vilaine, puis de sénateur français, à cette version fausse de l'histoire qu'il a écrite pour l'État français? Pas directement. Fréville est un centraliste envoyé en Bretagne pour combattre toute idée, même simplement régionaliste. Il est envoyé là pour ça. C'est quelqu'un qui avait un bon niveau, mais aussi un engagement politique très fort. Donc c'est une action politique de centralisation que mène Fréville. Et sa charge contre le mouvement breton sans distinction fait partie de ce projet de l'État. On retrouve aussi, par exemple, chez Michel Debré, qui a joué ce rôle-là en jouant contre la réunification de la Bretagne. Il y a des carrières politiques qui se font grâce au centralisme. C'est pas nouveau et c'est normal dans le pays le plus jacobin du monde. Ayant tenu la rédaction de la revue nommée Le Peuple Breton durant plusieurs années, avez-vous vécu des actes de censure, comme d'autres de nos interrogés nous ont appris, ou l'avez-vous de vous-même anticipé en limitant vos lignes éditoriales? Le journal Le Peuple Breton, j'y écris depuis l'âge de 20 ans. Je l'ai dirigé pendant 9 ans et j'ai continué à écrire dedans des articles de critique de livres, de présentation de livres. Non, je n'ai jamais vécu de censure. La seule chose que je n'ai pas toujours décidé, puisque je ne suis plus rédacteur en chef, c'est le titrage, parce que souvent c'est une question de place, c'est un choix de la rédaction. Mais sur le fond de mes articles, il n'y a jamais eu la moindre censure. Cela dit, on sait qu'on est un organe de presse, qu'un organe de presse peut être attaqué. Il ne faut pas attaquer les personnes. Par contre, on peut attaquer leurs idées ou leurs actes. S'attaquer aux personnes, d'ailleurs, ce sont les presses extrémistes qui s'en prennent vraiment aux personnes. Nous, on n'a jamais eu d'ennui de ce côté-là.
Par contre, il faut essayer de dire la vérité et là, on peut être boycotté, un dépôt peut fermer, un buraliste peut abandonner la vente du journal parce qu'on est venu lui conseiller de l'abandonner. C'est pas la censure directe, c'est la censure indirecte par les lieux de vente. Vous apprenez que tel diffuseur vous interdit de vente dans ses relais gares, par exemple. À ce moment-là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans votre journal, mais il n'est plus lu. Donc le vrai problème de la liberté de presse, c'est celui d'être vu, d'être exposé. Et si on n'est pas vu et pas exposé, on n'est pas lu. Et donc on est éliminé. Tout le monde peut écrire à peu près ce qu'il veut, s'il n'y a pas de diffamation. Mais le problème, c'est que si on est simplement honnête et ferme, les lieux de vente diminuent fortement. Vous avez été professeur en école de journalisme. Comment enseigner à des journalistes le fait de pouvoir conserver leur liberté et se mettre à l'abri justement de tous ces procédés de censure indirecte, leur enseigner à faire et à être les plus justes possibles? Moi, j'ai enseigné surtout l'histoire aux étudiants en journalisme et beaucoup d'éléments de réalité locale aussi. Disons que le journaliste, il ne faut pas qu'il se confonde avec le militant. Normalement, le journaliste, il n'est pas militant, il donne les éléments aux citoyens pour se former un jugement. Donc, pour donner les éléments, il doit s'informer à toutes les sources et éventuellement critiquer les sources ou les renseignements qu'on lui donne s'il voit une faiblesse dans l'argumentaire. Mais le jugement politique, ensuite, c'est le citoyen. Et le vrai journaliste, c'est celui qui ne prend pas la place du citoyen, qui laisse le citoyen libre parce qu'il l'informe. La devise du peuple breton, c'est d'exister avant que j'y sois, c'est être libre, c'est être informé. Et c'est vrai que où il n'y a plus de liberté de presse, il n'y a plus de démocratie. Il faut une presse pluraliste aussi, mais avec à chaque fois la méthode journalistique qui consiste à citer ses sources et à donner les points de vue contradictoires quand il y en a, pour que le lecteur, lui, se fasse une opinion. Alors on se rend compte aussi que différentes structures peuvent avoir été construites avec une volonté de faire de belles choses et puis sont reprises et deviennent un outil contraire à l'origine et l'idée. Comment peut-on se préserver? Disons qu'il y a une action de terrain à laquelle on ne pense pas trop souvent. Moi, je l'ai pratiqué pendant 21 ans. C'est d'aller sur le terrain et de se faire élire dans un conseil municipal. Si vous parcourez les rues de Lannion, vous verrez qu'il y a un nombre de rues qui ont des noms bretons. Le bilinguisme est bien présent, ou des noms de personnalités bretonnes considérables. Je pense que il y a près 150 à 200 noms supplémentaires que j'ai pu faire ajouter par ma présence même minoritaire dans un conseil municipal. Quand on a des relations humaines avec les gens, ils écoutent beaucoup mieux. Même étant élu minoritaire, pas mal de fois, j'ai pu faire basculer le conseil municipal sur des positions de développement de la culture bretonne. Quand on est présent sur le terrain, on n'est pas victime de faire passer nos idées, faire passer nos propositions. Elles ne passent pas toutes, mais c'est quand même beaucoup mieux que si on assiste de loin à la suppression des noms en breton, à la banalisation du pays. Et donc là, on peut travailler au bien commun des Bretons, il faut y aller. Et même si les autres sont différents, il faut essayer de les convaincre. Il ne faut pas s'isoler, il faut être au milieu du monde, organiser des fêtes, être avec les gens. Et à ce moment-là, s'ils ont confiance en nous, si la relation est établie, les choses changent positivement. À toutes, bien sûr. Sinon, il n'y aurait rien à faire pour nos enfants, mais là, il y en a pour nous et il y en aura pour eux. Comment faites-vous pour accepter, pour passer outre le fait de devoir entrer dans des mairies où on doit accepter la République, où on doit accepter un drapeau qui n'est pas le nôtre, une histoire qui n'est pas la nôtre et bien souvent des moyens de pression? Comment vous arrivez à travailler avec les outils d'un autre pays? Disons que dans une commune c'est presque une petite république, surtout avant les communautés de communes qu'il y a maintenant. Et vraiment on peut décider d'à peu près tout. Donner les noms aux écoles, créer les écoles, ouvrir des filières bilingues. On avait un pouvoir considérable localement. On n'est pas là en tant que représentant de la République, on est là en tant que représentant de la population locale. Et on n'a pas à changer pour ça. Dans le journal municipal à Lannion, dont je me suis occupé pendant assez longtemps, j'ai publié 120 chroniques d'histoire de Bretagne. J'ai pas fait d'histoire du Limousin. Qui doit d'ailleurs être très intéressante également. Oui, tout à fait. Voilà. Mais simplement, personne n'oblige dans une municipalité à nier la personnalité bretonne. Donc,
La cérémonie du 8 mai 1945, j'y vais parce que c'est la victoire contre le nazisme. Pour moi, ça marque le monde entier. C'est pas une cérémonie nationaliste française, c'est une cérémonie humaine. Celui qui veut pas y aller, il va pas. Ça apprend aussi à côtoyer des gens différents, puis à les faire évoluer vers nous. Les Bretons, ils ont été colonisés, c'est une forme de colonisation. Et une décolonisation ne se fait pas simplement. Il faut lire par exemple le livre d'Albert Memmi qui s'appelle Le portrait du colonisé. À côté, il y a le portrait du colonisateur qui vient dans le même petit livre. Et on nous explique bien tous les complexes dont il faut venir à bout, la patience qu'il faut avoir, et puis aussi les explications au comportement qu'on ne comprend pas autrement. Albert Memmi, je vous conseille ça, hein, Le portrait du colonisé, tout petit livre. Mais avec ça, c'est vraiment une clé pour changer la Bretagne. Dans le Trégor, et notamment à Lannion, on a beaucoup d'enseignements bilingues breton-français, des classes d'Iwan, l'école d'Iwan, école catholique qui fait aussi du bilingue, école publique qui fait du bilingue, les collèges font la même chose aussi. Les noms de rues, c'est assez unique, le balisage bilingue est très fort. Et si on a obtenu tout ça, c'est parce qu'il y a des gens dedans, dans les conseils, puis il y a des gens dehors qui font pression aussi. Et si les deux sont en conjonction, alors là, on fait des pas en avant. Par contre, si on est présent qu'à l'intérieur des conseils, ça ne suffit pas. Si on est présent qu'à l'extérieur, ça ne suffit pas non plus. Il faut avoir des gens dans la place. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans la vie actuelle, ne vont plus voter. Ils ne vont plus voter parce qu'ils voient un partage arriviste entre groupes du pouvoir et pas une défense des droits, pas une défense des cultures, de la santé, etc. Beaucoup refusent la politique telle qu'elle. Comment arriver à ce que la politique ne soit plus droite-gauche, mais la défense des droits humains? La politique meurt parce que le pouvoir, c'est là-bas. Et si on veut qu'il y ait de la démocratie, il faut que le pouvoir, ce soit ici. Et à ce moment-là, on peut discuter avec ses élus. Là, personne ne va voir ses élus parce que les élus n'ont pas de pouvoir. Les manifestations, c'est contre le président. Donc si on veut un minimum de démocratie pour que les droits humains soient respectés, il faut ramener du pouvoir autour de soi, et évidemment en Bretagne, et dans chaque pays ou région aussi. La Suisse, c'est un modèle parce que chaque canton décide de ce qu'il veut décider. Ils peuvent se tromper. S'ils se trompent, ils subissent les conséquences, mais ils ne peuvent pas dire c'est les autres. Si les Bretons avaient ce pouvoir-là, je pense qu'ils dirigeraient très bien leur pays, parce qu'ils verraient aussi où est leur intérêt. Alors que là, on a des gens qui prennent des décisions, et il faut voir le désastre qu'il y a aujourd'hui pour la flotte bretonne, par exemple, la flotte de pêche, conséquence du Brexit, mais on n'a pas été défendu. On n'a pas été défendu, on aurait pu avoir des accords particuliers pour la pêche. Personne ne s'en est occupé et on envoie les bateaux à la casse. Donc vraiment, c'est ramener du pouvoir auprès de soi pour que la démocratie ait un sens. Sinon, c'est le contraire de la démocratie. Avec une inégalité totale dans le cadre des élections, beaucoup se gardent d'énoncer de simples vérités. On n'a pas envie toujours d'accorder cette confiance. Comment redonner confiance alors qu'on a des gens qui se sont tus? La période actuelle est particulièrement difficile parce que toutes les structures qu'on avait mises en place après la guerre, à l'époque du Célib, etc., toutes ces structures-là se sont un peu dissoutes. À une époque, il y a eu la jeunesse agricole chrétienne, la JAC, ça jouait un rôle important. Les différents syndicalismes ont joué un rôle important aussi. Toutes les structures-là sont un peu en crise. Par contre, je pense que l'idée qu'on a un pays à faire vivre peut nous être commune, cette idée-là. Qu'on a des droits de l'homme et de la femme à faire vivre. Et ces idées-là peuvent être à la base de la construction de quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut renforcer tout ce qui donne une certaine autonomie à la Bretagne, tout ce qui existe et qui peut fonctionner de façon un peu autonome. Même un système bancaire vraiment autonome, ce serait intéressant. Dans le système étatique français actuel, la Bretagne n'est pas libre de l'utilisation de ses finances, contrairement à d'autres États, régions européennes. Plus nos politiciens se vassalisent à l'idée d'un centralisme français, plus ils sont récompensés et à l'inverse, plus ils s'en éloignent et veulent décider démocratiquement chez nous, et plus ils sont économiquement sanctionnés. Comment pourrons-nous sortir de ce joug économique? Même avec le cadre actuel très défavorable, il y a quand même des très belles réussites qui ont lieu en Bretagne. Je vois la station biologique de Roscoff qui a été poussée en avant par un bon militant breton, Bernard Cloirec. Elle est unique au monde, cette station.
Bon, nous, ici à Lannion, qui a 6000 emplois dans les télécoms et la photonique, grâce à Pierre Marzin, un breton. Malgré les conditions difficiles, on arrive à réaliser des miracles. Et donc, c'est évident, il faut obtenir un cadre plus favorable. Tous les élus, quel que soit leur bord, devraient s'y mettre. Et nous, on est là pour pousser ça et les convaincre de dépasser les susceptibilités ou les concurrences pour tirer dans le même sens. Si on tire tout dans le même sens, je pense que pas grand monde ne pourra nous résister. On est tout le temps en train de tourner autour de l'histoire de la Bretagne, puisqu'on vit en Bretagne, qu'on est breton, mais on comprend tout aussi bien l'histoire d'un Savoisien vivant en Savoie, d'un Corse vivant en Corse, d'un Picard vivant en Picardie et d'un Alsacien, d'un Basque. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à créer beaucoup plus de force et de liens entre les pays, parce que, on va le dire, peut-être plus de 80% du territoire dit français, ce sont des colonies franciliennes. Oui, c'est vrai. On a, nous, essayé de créer Région et Peuple Solidaire, qui est donc un mouvement qui regroupe les pays de l'Hexagone. Même la Corse, c'est pas dans l'Hexagone, mais elle est dedans aussi, qui peut regrouper aussi l'Outre-mer. Et tous ces gens-là, réunis, peuvent peser un peu plus lourd. Il va y avoir une députée européenne UDB dans quelques semaines, là. Donc, avoir un député ou deux, c'est pas le pouvoir, mais c'est une voix qui montre qu'effectivement, en se mettant tous ensemble, on a quelque chose qu'on ne peut pas avoir tout seul. Le système des élections européennes, comme le vote se fait au niveau de la France, si les Bretons ils vont tout seuls, on ne peut pas y arriver. Donc il faut faire comme font les Basques, les Catalans, etc. Ils font des listes communes. Du coup, les Basques, les Catalans, les Galiciens entrent au Parlement européen. Donc il faut travailler avec les autres peuples dominés de l'Hexagone. Et puis même, il faut trouver des démocrates dans l'Hexagone qui voudront bien partager nos combats. L'Alliance libre européenne avait été créée par Yann Fouéré. Et Yann Fouéré est venu proposer à l'UDB de prendre la suite, parce qu'à l'époque, c'était l'UDB le parti le plus nombreux en Bretagne. Donc ça montre comment on peut converger pour renforcer les pouvoirs des régions. Pour nous, la région étant un pays. C'est quand même drôle, Jean-Jacques, d'aller vers cette défense-là, alors que de par l'histoire, on nous a légué un traité d'indépendance en 1499, et que, sur le papier, nous sommes déjà indépendants. Oui, mais c'est pas l'histoire qui fait la réalité, c'est les rapports de force. Les traités, ils ne valent que tant qu'on les respecte. Le rapport de force, c'est qu'on n'a pas été assez fort, notamment politiquement. Et si on n'a pas ce poids politique important et le poids social important, on ne nous écoutera pas. Ce n'est pas des philanthropes qu'on a en face. Donc c'est par l'organisation, le nombre et la solidarité entre les différents peuples de l'Hexagone, d'Europe, qu'on pourra avancer. Chacun peut donner un coup de main à l'autre. Si les Corses progressent, nous on progresse aussi, et ainsi de suite. Merci Brasdéor Jean-Jacques pour cette émission. Et puis on renvoie vers vos livres toute l'histoire de Bretagne, ainsi que les DVD qu'on mettra en ligne. Voilà. Kenavo. Kenavo.